citation que je voudrais vous apporter. Je ne sais pas si M. Dupont-White ou M. Thiers la connaissait, mais elle est bien intéressante, elle est celle-là de Jean-Jacques Rousseau. C'est dans une lettre, la fameuse lettre de Jean-Jacques Rousseau à d'Alembert, où Rousseau disait ceci. Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Oui, surtout si ce sont eux-mêmes, les opulents, qui font les lois. Alors c'est pour ça que le nombre était devenu très croissant et intéressant, était devenu maintenant un nombre majoritaire de ces gens qu'on appellera, si vous voulez, les convertis du nouveau chemin de Damas, enfin les précurseurs du ralliement, c'est-à-dire les royalistes qui cessaient d'être royalistes pour passer à une république de bonne façon. Et quand on nous parle de la fusion entre les deux branches du royalisme, vous savez, il y a longtemps qu'une certaine fusion s'opérait chez les royalistes. Une fusion entre les aristocrates d'une part et la roture d'autre part. Attention, hein, la roture dorée. Ça avait commencé du sang de Louis XIV. Des aristocrates qui manquaient un peu d'argent regardaient du côté des filles de banquiers ou des filles d'industriels, il n'y en avait pas beaucoup, mais de grands commerçants, pour essayer précisément de se redorer à un blason qui avait perdu sa dorure. Regardez ce qui s'était passé avec Madame de Staël. C'était Madame de Staël, la fille d'un banquier, d'un banquier d'origine prussienne qui était établi à Genève, et qui avait été épousée, elle était devenue baronne. Elle a épousé le baron de Staël, et s'appellera maintenant la baronne de Staël, parce que le Staël qui n'avait pas beaucoup d'argent avait regardé du côté du pactole Necker, en fait la fortune sérieuse qui était celle de ce Genevois. Et bien l'exemple avait été beaucoup imité, enfin des quantités de gens de la haute aristocratie avaient regardé du côté de la roture, par conséquent il y avait un rapprochement déjà établi, déjà familial, entre les grandes familles aristocratiques et les grandes familles bourgeoises. Pensez donc que le duc de la Rochefoucauld, par exemple, il avait beaucoup d'argent, mais d'où venait son argent? Il venait de mariage. Il lui avait rapporté d'un côté une marque de champagne et de l'autre côté, je crois bien, les machines à coudre Singer. Il y avait le duc de Gramont qui a épousé une fille Rothschild. Il y en avait un autre, c'est qui donc celui-là? C'est le prince de Broglie qui a épousé une fille Léon Say, hein, l'homme des chemins de fer du Nord et de Casseville. Cette fusion-là était sérieuse. Puis il y avait une autre façon aussi de fusion très occulte entre le centre droit, qui lui était resté en apparence monarchiste, et le centre gauche qui était passé à la République. C'est quoi? C'est que ces messieurs se retrouvaient dans les mêmes conseils d'administration. L'exemple le plus curieux, c'est celui du duc d'Audifray-Pasquier, qui lui était resté royaliste, centre droit. Et le Casimir Périer, le Casimir Périer, illustre et plein d'argent, lui était centre-gauche. Mais ils étaient beaux-frères. Et ils habitaient, avenue des Champs-Élysées, je crois, deux hôtels jumeaux, deux hôtels particuliers dont le mur était mitoyen. Alors c'est vous dire que ces gens qui, à la Chambre, faisaient semblant d'être l'un républicain et l'autre royaliste, s'entendaient essentiellement sur les choses capitales, à savoir la protection de l'argent. Le voici le vrai ralliement, comme je vous le dis. C'est-à-dire des affairistes, affairistes intelligents qui se travestissent en républicains. Et puis ce sont des libéraux. Alors là, il faut que je vous explique parce que ce mot libéral a eu dans l'histoire intérieure française, et je n'oublie pas que je prépare les origines de la guerre de 40, de la guerre de 14. Ce mot libéral a eu une fortune extraordinaire. Enfin, les gens de droite s'appelaient toujours les libéraux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour bien comprendre, il faut remonter même à l'histoire de la Révolution française et aux Girondins. Les Girondins, c'était ceux qui, en face de Robespierre et des Montagnards, se proclamaient justement les amis passionnés de la liberté. Mais pour eux, il y avait une liberté qui était capitale, qui était première, qui était fondamentale. C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes la liberté économique. Ce qui signifie ceci: l'État, la collectivité, n'a pas à intervenir, la liberté entière, n'a pas à intervenir dans les affaires privées, surtout dans les affaires commerciales. Ça s'était vu surtout en 91, oui, lorsque le ministre girondin, Roland, s'était trouvé aux prises avec ce problème du maximum. Je prononce maximum comme il le prononçait à ce moment-là. De quoi s'agissait-il donc? Il s'agissait de ceci, qu'il y avait des pauvres gens, des affamés, qui commençaient à réclamer une intervention de l'État pour la fixation du prix maximum du pain. Ça leur paraissait évidemment nécessaire, quoiqu'ils ne payent pas trop cher la miche de pain. Alors à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Roland Girondin, avait fait une déclaration capitale qu'il faut retenir parce qu'elle recouvre toute notre histoire du 19e et des débuts du 20e siècle français. Tout ce que le pouvoir, tout ce que l'État peut décider en matière économique, c'est qu'il n'interviendra jamais. Autrement dit, du côté des profits, c'est-à-dire de la vente des commerçants, l'État a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais ces mêmes commerçants et ces mêmes industriels se tournent du côté de l'État pour lui demander des avantages. Par exemple, pour demander des concessions de mines. Par exemple, au XIXe siècle, pour demander des concessions de chemin de fer. Par exemple, pour demander des primes à l'exportation. Alors d'un côté, vous avez l'État qui est répudié comme inconvenant, enfin qui ne se mêle pas de nos affaires, mais d'autre part, le même État, c'est-à-dire la collectivité, est au contraire l'objet de sollicitations permanentes afin d'avoir de l'argent. Alors je répéterai donc, l'État a les mains liées du côté du
mais il a eu les mains ouvertes du côté du petit nombre. Lamartine, qui n'a pas la réputation qu'il mériterait, Lamartine, qui était un homme lucide, vous savez, avait dans son Histoire des Girondins donné une définition que je tiens à vous apporter de la liberté économique. Et lui, Lamartine avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim, s'il ne veut pas faire autrement. Et bien, à partir de 1879, ce sont ces affairistes-là, ces libéraux-là, qui vont être au pouvoir en France, et ils vont l'être, vous savez, pour des décennies. Ce sont des gens qui sont costumés en républicains et qui ne pensent en réalité qu'à la protection des grands intérêts. Leur république, c'est la république des riches, dirigée par les riches et au bénéfice des riches.